Salut mes Nakamas, c'est Eldog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 882, mais avant ça on va parler de ce qui est derrière moi. C'est tout simplement le fauteuil. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question: le doc, où est passé ton fauteuil d'X-Racer? Eh bien quand je faisais les vidéos, je m'apercevais que les poignets, vu que je bouge beaucoup quand je fais mes vidéos, eh ben il y avait un petit bruit de plastique qui était quand même assez désagréable. Et je dois aussi vous avouer que ce fauteuil rouge, il est comme, ça fait partie, c'est là où j'ai commencé à faire mes vidéos. C'est vraiment l'identité pour moi de la chaîne autant que moi-même. Donc ouais, on va revenir sur le bon vieux fauteuil pour faire les vidéos. Par contre, le X-Racer est quand même un siège qui est hyper confortable, donc il est de côté. Et quand j'ai besoin de faire de longs montages, je me mets dessus parce que lui, par contre, il commence à être vieux, il commence un petit peu à faire mal au dos. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. On n'est pas là pour raconter sa vie, on est là pour parler de ce chapitre 882. Vous l'avez vu dans la réaction live, je l'ai vraiment adoré pour plusieurs raisons. On a le retour d'anciennes personnes, Tamago que j'aime beaucoup, Capone BG, le Garma qui font un très bon retour sur la fin. On a l'information que Katakuri a un fruit qui est éveillé, même si on s'en doutait un tout petit peu. Il va y avoir un Gear 4 dans le chapitre prochain, encore une fois un beau petit final. Même s'il n'y a pas de Haki sur le bras, je pense qu'on aura quand même un Gear 4, on en parlera un petit peu tout à l'heure. On a vraiment cette convergence de toutes les forces qui vont se réunir à Cacao Island. On a des informations aussi par rapport à Big Mom, et surtout on n'a pas eu de pudding et le gâteau, donc rien que pour ça, moi je trouve que c'est un très bon chapitre. Et donc on va faire la critique analyse du chapitre de la semaine dernière, le chapitre 882. Mais ce que j'ai surtout apprécié dans ce chapitre, c'est tout simplement toute la thématique, toute la symbolique qu'il y a à travers la mort. Déjà, le chapitre précédent s'était terminé à travers la phrase de Luffy qui avait dit « Je ne mourrai pas ici ». Donc c'est quelqu'un qui est face à son destin et qui veut aller au-delà de son destin, c'est-à-dire qu'il ne veut pas accepter la mort. Et déjà, cette phrase avait tourné au ridicule par rapport au speech qu'avait fait Katakuri, c'est-à-dire qu'il avait anticipé la phrase de Luffy en disant « Tu ne vas quand même pas dire cette phrase débile que tu ne vas pas mourir ici ». Et cette chose est complètement reprise en début de chapitre, c'est-à-dire que Katakuri explique à Luffy que la plupart des personnes vivantes dans le monde subissent la mort. C'est pas eux qui la choisissent, ils ne font que la subir. Et en un sens, Katakuri est en train d'expliquer à Luffy, c'est pas toi qui vas choisir ta mort parce que moi ici, je suis ton bourreau. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que cette phrase est totalement balancée par rapport à Tamago. Tamago est une personne qui explique, qui analyse beaucoup, et il est surpris que Pedro ait choisi de mourir, ait choisi de se sacrifier et ait choisi sa propre mort. Il a choisi comment mourir. Il a décidé de se sacrifier pour un idéal beaucoup plus grand. Et ça vient vraiment mettre en parallèle, ça vient même mettre en défaut ce que Katakuri avait dit juste avant. Surtout que si on reprend le passé de Pedro, c'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand il était venu ici, qu'il s'était fait prendre par Big Mom, il avait supplié, il était mis à genoux en disant qu'il ne voulait pas mourir, parce qu'il avait encore des choses justement à faire par rapport à Nekomamushi. Et Big Mom était en un sens la personnification de sa mort. En plus, par rapport au fruit du démon qu'il y a avec l'âme, on voit rapport âme et mort. Et le fait ici que Pedro s'est sacrifié fait réfléchir Tamago. Et Tamago est un personnage qui analyse beaucoup. On va en parler justement tout à l'heure par rapport à tout ce qui se passe avec Tamago et tout ce qui se passe avec Mondor. Et c'est vraiment ça que j'adorais. Encore une fois, Ichiro Oda nous montre un petit peu les œillères que les personnes ont, parce que en plus, rappelez-vous, c'est exactement le même discours qu'avait Doflamingo au niveau de responsable, en disant que la plupart des humains ne sont pas assez matures, ne sont pas assez grands, ne sont pas assez puissants pour choisir comment ils doivent vivre. C'est des personnes qui sont plus intelligentes et plus puissantes qu'eux qui doivent leur dire comment ils vont vivre et comment ils vont mourir. C'est vraiment génial que quelqu'un d'aussi libre que Luffy soit ici et va montrer justement à ces personnes que non, c'est lui qui va choisir comment mourir. D'ailleurs, il y a peut-être un petit truc qui peut être intéressant ici pour la fin de One Piece, mais encore une fois, on a une mise en avant d'état, on a une mise en avant de légende qu'on parlera tout à l'heure, qui annonce justement la chute, là, par exemple, de Katakuri. On va parler un tout petit peu de Tamago, parce que Tamago est un personnage que j'apprécie énormément. Je ne l'aimais pas avant, quand il était avec ce corps en œuf, mais là un petit peu avec cette tête de coq. Je sais, peut-être aussi parce que ça représente un tout petit peu la France, peut-être aussi pour ça que j'aime bien, mais il est vraiment très bon parce que c'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait des lunettes, voit parfaitement le monde tel qu'il est. Il dit bien à Mondor que ils sont en train de trop sous-estimer Luffy.
toutes les choses qui nous sont arrivées dans la gueule depuis le début, ce n'est pas que le hasard. D'ailleurs, Freud disait bien que le hasard est un aveu d'ignorance, et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que arrêtez de penser que Luffy a trop de chance et qu'il arrive à faire ça seulement que par des aides extérieures. Luffy a vraiment en lui, et ça reprend même totalement ce que disait Mihawk au niveau de Marineford, c'est-à-dire que Luffy a cette faculté de se faire énormément d'avis et peut-être un petit peu de tourner le destin en sa faveur. Il y a peut-être une petite notion ici, et c'est vraiment très très bien parce que on voit Mondor comme quelqu'un qui est très calculateur, qui est quelqu'un de très analytique. On le voit avec un livre toujours en train d'écrire, on le voit coordonner un petit peu toutes les différentes attaques, et il est trop fixé dans un monde qui est pour lui peut-être un peu trop cartésien. Il voit les choses telles qu'elles sont. C'est peut-être pour lui, il y a peut-être que du binaire, c'est-à-dire c'est 0 ou 1. Alors que Tamago, lui, voit peut-être le monde tel qu'il est réellement, toutes les choses qui sont en train de fluctuer. Tamago sait qu'il y a quelque chose qui est pas logique. Mondor est au courant que dans tout Outland, il y a des concombres de mer qui sont là justement pour savoir tout ce qui se passe sous les mers, et il se fie à ça en se disant si un caillou tombe dans l'eau n'importe où, on est au courant, donc s'il n'y a pas d'information, c'est que tout va bien. Il ne pense pas, il n'analyse pas que, et pourtant il connaît Jinbei, hein. Jinbei fait partie de l'équipage de Big Mom, il ne percute pas que si les concombres de mer ne fonctionnent plus, c'est parce qu'ils ont été neutralisés. Et neutralisé par qui? Tout simplement par les hommes poissons. Ça on le sait par rapport au chapitre 875, c'est au moment où Chopper et aussi Brook qui sont dans le sous-marin et qui partent, où Chopper a l'impression de reconnaître quelque chose qui est en train de nager. C'est justement les hommes poissons qui sont là un petit peu pour neutraliser toutes ces surveillances qu'il y a. D'ailleurs, je me demande même si on va pas avoir un petit flashback où au moment où on va revoir le Sunny, où il va y avoir Aladdin qui va être sur le bateau en disant à Jinbei non, on n'a pas pu partir. Enfin, il y a une partie de l'équipage qui est partie sur l'île des hommes poissons, mais il y a un autre groupe qui est resté justement pour t'aider, et c'est justement cette flotte qu'on va peut-être retrouver après au niveau de Cacao Island. Mais il y a cette chose, c'est-à-dire que Mondor est trop dans le concret, il ne voit pas au-delà de ce qui existe. Et encore une fois, cet aveuglement va être l'un des piliers qui vont permettre la chute de Big Mom. Le petit retour de Capone aussi qui fait super plaisir, le bateau, le Nostra Castello de Capone, on l'avait déjà vu, rappelez-vous, justement pendant l'ellipse des 2 ans, où le bateau est absorbé par une immense boule, et on voyait le bateau avec ce devant en forme de pierre qui fait un petit peu penser à un château fort. Et là, le fait de voir qu'il y ait des roues qui viennent tourner dans l'eau pour faire avancer le bateau, est-ce que ça c'est une personnification justement du pouvoir de Capone BG, où il ferait un petit peu partie intégrante du bateau? Ça, on ne le sait pas. Mais encore une fois, j'ai trouvé le bateau vraiment très très bien recherché par ce qu'est Capone. Et encore une fois, Ichiro Oda apporte énormément d'importance sur tout ce qui est autour. Et ça fait plaisir. Et l'autre plaisir aussi que j'ai eu de personnes qui est revenu, c'est tout simplement le Garma Double Six. On savait qu'ils allaient revenir, c'est pour ça que quand on a l'avant-dernière page où ils annoncent qu'ils ont complètement été démontés, ça me faisait un tout petit peu peur. Et après l'image finale qui est absolument magnifique, moi j'adorais aussi quand... alors c'est Niji qui parle, non oui c'est ça, c'est Niji qui parle à l'escargophone, et après t'as Ichiji qui dit bon bah c'est bon les gars, préparez les bateaux, on va aller à Cacao Island pour aller latter la gueule. Encore une fois, il y a cette convergence des forces qui annonce une fin d'arc absolument monumentale. S'il y a aussi après, on ne sait jamais, on peut rêver que Smoothie a servi à quelque chose puis qu'elle arrive à Cacao Island, mais c'est le fait qu'ils soient là, qu'on va les voir revenir, et maintenant je les aime quand même un tout petit peu, j'aime leur façon d'être. Le fait aussi qu'on ne voit pas Jaji donne 2 solutions, soit il est encore KO et soit il est en train de pleurer sur lui-même et ça va devenir une merde totale, ou alors il est complètement dégoûté de comment il a été manipulé et il est parti dans les sous-sols du château, peut-être mettre en place une arme complètement démentielle. On sait qu'ils ont une technologie, on sait qu'ils ont des vêtements liés sur la technologie, qu'ils ont des armes et tout, et peut-être qu'il va y avoir un super gros canon, peut-être qu'il va y avoir un gros truc, un gros robot, parce que ils sont dans le thème des Sentai, et les Sentai justement à un moment ils ont des gros robots qui s'assemblent de plusieurs manières. Ça pourrait être vraiment classe, parce que ici là regardez, je suis en train de vous faire une petite théorie un petit peu là comme ça dans le live, mais imaginons
qu'ils aient une très bonne... qu'ils aient un très gros robot, qu'ils aient fait des sortes de gros trucs, et ben si après ils font partie de la flotte, peut-être qu'après Franky va leur parler, et peut-être que Franky va parler justement avec Jadji, et comme Franky a des trucs par rapport à Vegapunk, peut-être qu'il va bien s'attendre avec lui et qu'ils vont créer un truc absolument fou. Donc encore une fois, il y a des trucs qui viennent faire une petite convergence qui pourrait être plus tard vraiment très bon pour la fin d'un arc avec des combats. Parce que, encore une fois, pour moi, le personnage vraiment important dans One Piece, c'est Barbe Noire. Et on sait que Barbe Noire, il y a un truc complètement monumental qui est Juan Wolf. Et que je pensais qu'elle allait être battue par l'éléphant Zunisha, mais on peut aussi imaginer un super gros robot qui attaque des géants, enfin des trucs comme ça, un truc qui pourrait être classe. Donc encore une fois, là ici, on va peut-être avoir un petit truc bien sympathique. Encore une fois, Ishiroda à travers ça peut nous faire un petit teaser de ce qu'il y aura plus tard. Et moi ça j'aime bien. Donc oui, je suis content, moi je suis content que le Garmer revienne. Chose par contre qui m'a totalement surpris dans ce chapitre, c'est Big Mom. Le tsunami qu'on avait vu n'était pas un tsunami, n'était pas une personnification d'une vague ou de l'eau par Big Mom. Et en un sens c'est peut-être logique parce que c'est pour ça que moi aussi j'avais été surpris au chapitre précédent. Parce que je m'étais dit, si c'est ça, comment... Déjà le pouvoir si elle pouvait maîtriser l'eau. Ça serait absolument fou par rapport à des utilisateurs de fruits du démon. Par contre, j'ai encore la même question que je me pose, c'est-à-dire que le tsunami a été fait avec des bonbons. On voit qu'elle est sur une sorte de grande vague qui est une vague de bonbons, mais le bonbon est personnifié parce que le bonbon parle. Donc encore une fois, c'est le pouvoir de Big Mom qui a été mis dans le bonbon de son fils Perospero. Quand est-ce que ça a été fait? Vu que là, elle est folle et qu'elle peut pas trop réagir, elle ne peut pas avoir fait ça. Donc est-ce que sinon, c'est un bonbon qui a déjà été personnifié bien avant? Donc ça, encore une fois, une très grande question. Et là il y a un truc que Shiroda, il a encore fait une sorte de petite pirouette. Bah tiens, on a un sens pirouette de cacahuète vu qu'ils vont justement sur l'île de caca de nuts. Cette blague, je viens d'apercevoir que cette blague que je viens juste d'improviser est complètement merdique. Ce qui se passe, c'est que je l'avais dit qu'il y avait vraiment ce problème du timing. Ils vont pas mettre 3 heures pour atteindre Cacao, et même s'il y a cette notion des 3 heures pour pouvoir faire le gâteau, Nami avait dit qu'ils allaient mettre 10 heures pour rejoindre l'île, enfin pour pouvoir après prendre le gâteau et après le ramener. Et donc comment faire pour que Big Mom ne les rattrape pas pendant cette durée? Eh bien, la folie de Big Mom ici rentre en place. C'est-à-dire que quand on reprend le plan qu'avait fait Pudding, où on voit les différentes îles pour pouvoir aller de Cacao Island jusqu'à l'île de Big Mom, là ils font le chemin inverse et on voit déjà qu'ils ont réussi à atteindre l'île de Nuts Island. Et c'est un tiers du temps, enfin c'est un tiers de la distance. C'est-à-dire que là, ils vont bientôt arriver au niveau de Cacao Island. Et Big Mom, on voit aussi qu'il y a plusieurs îles qui vont être en intermédiaire avant d'arriver à Cacao. Donc Big Mom va détruire le monde qu'elle a créé. Ça aussi c'est beau, c'est-à-dire qu'elle a créé ce monde utopique pour que tout le monde vive heureux, et c'est elle qui va le détruire. Donc là encore une fois une très belle symbolique. Et ce qui est vraiment génial, c'est que ça va permettre justement de perdre du temps à chaque île pour qu'elle détruise tout par rapport à sa folie. Et ça c'est vraiment aussi bien parce que ça va permettre de faire comprendre, et peut-être qu'ils sont déjà au courant parce que peut-être qu'elle a déjà pété les plombs avant, mais les habitants de Totland sont en un sens sous le joug d'une empereur qui est complètement terrifiante. Donc ça encore une fois, il y a un petit truc assez sympathique là-dedans. Et là maintenant on va parler de Katakuri contre Luffy. Alors je pourrais faire un gros truc dans cette vidéo, mais j'ai envie de parler du futur du Gear 4 et j'ai envie de parler vraiment de l'éveil du fruit parce que là ça fait plusieurs fois que c'était amené. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus que va jouer la fin du combat, et pour encore une fois que les gens puissent retrouver facilement cette théorie et que, imaginons que ce que je vais dire plus tard, ça s'avère vrai, et ben on pourra retrouver la vidéo facilement, et si des fois j'ai dit des conneries, bah, ça montrera aussi qu'on pourra retrouver facilement la vidéo pour se dire, bah, le doc, encore une fois, il a dit des grosses conneries. Donc, vraiment, toute l'explication du futur du Gear 4 et du futur de l'éveil, ça va être dans la deuxième vidéo théorie, comme je vous ai un petit peu expliqué. C'est des petites réflexions que j'aime bien faire de temps en temps quand le chapitre est assez sympa, mais là on va parler vraiment de ce qui se passe au niveau du haki de l'observation. Katakuri est vraiment surpris de Luffy, de la manière dont il arrive à éviter ses attaques. Katakuri voit le futur grâce au haki de l'observation et voit le futur tel qu'il va être réellement. C'est-à-dire qu'il voit les esquives et Luffy le dit bien, Katakuri me fait chier parce qu'il attaque toujours vers là où je vais faire l'esquive. Et je n'avais pas remarqué la chose lors de la première lecture, c'est après en faisant cette vidéo que j'ai regardé 2-3 trucs.
à un moment, on voit Luffy qui est prêt d'être attaqué, on le voit esquiver d'aller vers un côté, et là où il va, c'est là où Katakuri va envoyer l'attaque. Et on voit que Luffy se prend les cheveux et se tire la tête, justement pour que l'attaque ne lui prenne pas en pleine tête. Le coup qu'il va de prendre sa tête et de l'esquiver, c'est un instinct. C'est un instinct. C'est encore une fois, comme je l'avais dit dans une vidéo, il a cet instinct guerrier. Et le fait qu'il fasse instinctivement, d'une façon totalement burlesque, parce que c'est pas lui qui rentre sa tête, c'est pas lui qui esquive, il prend sa tête pour la tirer, ce qui est complètement... c'est parce qu'il est élastique qu'il peut faire ça, mais ça montre encore une fois que c'est quelque chose qu'il a dû faire plusieurs fois, et ça vient agacer Katakuri. Donc Katakuri va perdre un tout petit peu de sa splendide, c'est comme ça qu'on appelle ça, et il va commencer à s'énerver, et on sait que c'est quand la personne s'énerve qu'elle commence à moins analyser la chose. L'autre chose aussi qui est vraiment très très bon, c'est que ici, par l'intermédiaire d'une autre personne, on vient nous teaser le personnage. Katakuri est le plus bel enfant qui a été créé par Big Mom. Et en plus, si je ne raconte pas... Si, dans cette deuxième, le premier c'est Perospero. Donc j'allais dire encore une fois une connerie. Mais... le fait qu'il soit ni déjà debout, qu'il ne soit jamais tombé au sol, qu'il ne soit jamais tombé le dos, enfin, vous voyez un petit peu, ça reprend parfaitement ce qui a été fait au niveau de Crackers. C'est-à-dire que Crackers était quelqu'un qui ne supportait pas la douleur, était quelqu'un qui était assez orgueilleux, on l'avait vu qu'annoncer, donc c'était sûr qu'il allait se faire one-shotter la gueule. C'était annoncé. Et là, le fait que Ichiroda, à travers ça, nous dise que c'est le mec le plus parfait, c'est le mec le mieux, et aussi qu'on nous annonce que son point faible, ce n'est pas l'eau, enfin c'est un petit peu l'eau parce qu'il nous l'avait dit Jinbei, mais c'est surtout qu'il soit trop proche de sa famille. On le voit qu'il essaie de protéger Brûlé, on voit qu'il essaie toujours de protéger un petit peu sa famille, et ça va peut-être être aussi ça son point faible. C'est-à-dire que ici, ce chapitre nous annonce un petit peu la façon dont sûrement Katakuri va être niqué. C'est-à-dire qu'il va avoir un truc par rapport au futur, il va avoir un truc par rapport à l'éveil de son fruit, et il va se faire rétamer la gueule. Même si on a tous du mal à le croire, même si on est tous, et moi le premier, à sous-estimer Luffy, c'est annoncé ici que Katakuri va s'en prendre plein la bouche et qu'il va tomber sur le sol. C'est annoncé ici. Donc voilà. Maintenant, la question à se poser, c'est savoir comment. On sait que Katakuri, à un moment, il dit... le Gear 4 c'est intéressant, donc on va vraiment avoir une transformation en Gear 4. Il voit à ce qui va se passer à quelques secondes, donc c'est la future transformation. Donc le fait de voir Luffy qui se mord le bras et qu'il n'y ait pas encore de haki, encore une fois, c'est peut-être qu'en ce moment Ichiro Oda doit faire les chapitres assez rapidement et qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée, c'est-à-dire que l'assistant qui devait ancrer la partie a oublié d'ancrer le bras, et qu'au moment où les chapitres, enfin les pages ont été données d'Ichiro Oda à la Shueisha, qui n'ont pas eu le temps de faire la colorisation et qui l'ont envoyé directement en prépublication dans le Weekly Shonen Jump, parce qu'ils sont peut-être en ce moment à la bourre. C'est-à-dire que quand ça va être publié dans les tomes, ils vont mettre la colorisation, comme par exemple on l'a vu quand j'ai fait la critique analyse du chapitre du tome 84, où on voit qu'il y a des erreurs, des sourcils qui sont faits à l'envers, des blessures qui manquent au niveau du torse, et tout plein de petites conneries comme ça. Donc non, pour moi ce n'est pas une annonce vers un Gear 5, parce qu'encore une fois, et je vais l'expliquer tout à l'heure, pour moi on va pas encore avoir un Gear 5. Le Gear 5 sera là bien plus tard. Là par contre on n'arrête pas de nous l'annoncer, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'éveil, on a eu l'éveil du fruit du Doflamingo, l'éveil de fruit du Katakuri, et Luffy a bien remarqué qu'il y avait un éveil du fruit, donc par rapport à sa capacité d'être un génie du combat et d'avoir des choses et de créer des choses spontanément, je pense que le futur de ce combat va être tout simplement l'éveil du fruit de Luffy. Et qu'est-ce que ça va être cet éveil? Et bien ça, on va le voir dans la deuxième vidéo. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse du chapitre de la semaine, enfin de la semaine dernière. J'espère que vous l'aurez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu, comme Luffy défoncera la gueule de Katakuri. Et nous, on se dit à bientôt. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.